Entre 1988 et 1999, Le Mans a connu ses heures les plus glorieuses comme les pires. On va vous expliquer tout ça. Le Mans est une course folle et mythique, mais dans les années 80 et 90, elle n'est pas passée loin de disparaître. Groupe C, Sport 3 litres 5, GT1, LMP1, des catégories connues qui témoignent de l'évolution du Mans. Vous ne les connaissez pas plus que ça ? C'est pas grave, on va vous l'expliquer. Effectivement, on va faire de notre mieux pour bien vous expliquer l'évolution du groupe C jusqu'à 1999, via les catégories. Période très agitée qui débouche sur les règlements d'aujourd'hui, une période qui a vu la renaissance des 24 heures du Mans. Et si je dis on depuis tout à l'heure, c'est parce que je ne serai pas tout seul. Effectivement, Alex, qui était là pour présenter les éditions mythiques l'année dernière, revient pour 2 vidéos cette année. La première aujourd'hui, la prochaine dans 2 jours. Alex, es-tu prêt ? Avec ce qu'on vous prépare, c'est vous qui êtes pas prêt. Nickel. Bon, Alex n'a pas le même micro que moi, ce qui fait que le son est légèrement différent. Mais ce qu'il va vous raconter, l'histoire qu'il va vous raconter, c'est de la qualité. Bienvenue dans la renaissance du Mans. La fin des années 80 est certainement l'époque la plus folle du sport automobile mondial. En 88, les fameuses groupes C atteignent des vitesses ahurissantes dans l'inaudière, avec la barre des 400 km/h franchie pour la célèbre WM Heulier avec Roger Dorchy à son volant. En F1, on attend des puissances pouvant atteindre 1400 chevaux en qualif, en 86, on a des voitures de près de 700 chevaux en rallye, bref, l'époque de tous les excès. Mais époque aussi où la politique et l'argent prenaient de plus en plus de place et la sécurité devenait une question vraiment primordiale. Le groupe B s'est arrêté en fin d'année 86. La Formule 1 a abandonné les moteurs turbo à partir de 89, et au Mans, les choses ont et vont beaucoup changer. En 1988, nous avions 2 catégories, les C1 et les C2. Le C1 est alors à son apogée, avec plusieurs autos capables de jouer la gagne ou d'être outsiders, comme les Sauber Mercedes, les Porsche 962, les Nissan R89, 90 ou 91, les Jaguar XJR 8, 9, 11, 12, Toyota et Mazda. Bon, la Mazda c'est une GTP, mais c'est très proche d'une C1. Vous l'avez remarqué, on est donc sur des prototypes fermés. En C1, on retrouve des voitures de constructeurs exploitées directement par la marque ou par des teams privés associés. Le C2 est quant à lui peuplé de châssis plus artisanaux, avec des autos mises au point par de petits constructeurs. Le Mans associe constructeurs et privés, c'est l'ADN de l'endurance. Après de très belles années de groupe C, une nouvelle catégorie va semer le trouble, le Sport 3 litres 5. La FISA et la FOCA, donc Balestre et Ecclestone, voient que l'endurance commence à faire de l'ombre à la Formule 1. L'édition des 24 heures du Mans 1988 fait d'ailleurs partie des plus mythiques de l'histoire. Avec le soutien de certains constructeurs comme Peugeot, une nouvelle catégorie va voir le jour, les Sport 3 litres 5, utilisant des moteurs atmosphériques semblables à la Formule 1. Des F1 déguisés. À titre de comparaison, la Peugeot 905, avec un moteur donc de Formule 1, allait aussi vite qu'une Formule 1 du top 10. On en parlera plus en détail de cette période aberrante, rassurez-vous. En gros, le groupe C suscitait tellement d'engouement qu'il commençait à empiéter sur les plates-bandes de la Formule 1. Et le règlement Sport 3 litres 5 était là pour le tuer. D'ailleurs, Peugeot a un petit peu insisté pour que ce règlement soit mis en place. Un petit peu. Bref, cela va faire plonger les 24 heures du Mans dans la plus grande crise réglementaire de son histoire. Malgré leurs efforts, des constructeurs comme Jaguar, Nissan, Mercedes ou aussi Spice se retirent devant les coûts stratosphériques et la difficulté de mettre au point ces nouvelles autos aussi complexes que des Formule 1. En 91, les groupes C sont toujours admis au Mans, à condition d'être alourdis et bridés. Et l'année suivante, en 92, le poids et la bride sont augmentés. Ce sont alors les catégories C2 et C3. Les C1 Sport 3 litres 5 sont donc les seuls privilégiés pour la gagne. C'est la pire année au Mans pour le plateau, seulement 28 autos au départ, contre plus de 40 dans les années précédentes. Les équipes avaient tellement déserté l'épreuve que la CO a même permis à des 905 Spider, dotés de 4 cylindres turbo de même pas 250 chevaux, de concourir pour ne pas se retrouver avec encore moins de concurrents. Après ces années sinistres, les GT reviennent en 93 étoffer un plateau qui en avait bien besoin. Et si au début certains sont sceptiques, le retour des GT va au gré des règlements et des années aboutir sur 2 des éditions les plus mémorables des 24 heures du Mans. 93 est dominé par Peugeot avec un triplé face au Toyota TS010 devant des Porsche et courage bridé. Cette époque des sports prototypes 3 litres 5 est la plus noire de l'histoire du Mans. En quelques années,
On est passé d'un plateau pléthorique à une fuite massive des constructeurs devant l'absurdité volontaire de la FISA et de la FOCA. Après l'édition de 93, tout est à refaire pour retrouver un plateau aussi alléchant qu'à la fin des années 80. Devant une catégorie prototype décimée avec des groupes C vieillissantes, ce sont les GT qui garnissent la majorité de la grille. En 95, une GT justement va révolutionner l'approche réglementaire de l'endurance, la McLaren F1. Cette auto, qui triomphera face aux vieillissants prototypes, va poser les bases du fameux règlement GT1 de la seconde moitié des années 90. À peine plus lente que les Courage et les TWR qui sont à l'époque les références chez les prototypes. Et ces autos vont progressivement évoluer pour devenir les reines de l'endurance. À partir de 1995, il suffit d'une auto construite pour la route pour homologuer une voiture de course au Mans. Partant de ce principe, plusieurs constructeurs s'engouffrent et vont créer des concepts vraiment différents. Naîtront alors les Porsche 911 GT en 96, les Nissan Skyline R33 LM, les Toyota Supra tirés du Super GT, Sard Toyota MCR8, etc. En parallèle, le championnat de GT BPR créé en 94 favorise l'engouement autour de ces nouvelles GT. 97 est l'année charnière de l'époque GT1. Le BPR cède sa place au FIA GT qui voit naître la Mercedes CLK GTR et la F1 GTR Longtail, ainsi qu'une évolution très poussée de la Porsche 911 GT1. Au Mans, on voit aussi Nissan faire rouler la toute nouvelle R390 GT1. Les prototypes ouverts pointent aussi le bout de leur nez avec la Ferrari 333 SP issue de l'IMSA, et la Porsche TWR triomphe encore, mais la menace des GT1 est plus que présente. 98 voit la première année de l'apogée des GT1 au Mans. La souplesse des règlements qui force les constructeurs à ne produire seulement qu'un seul exemplaire va amener Toyota à pousser le concept à l'extrême. Vient alors au jour la fameuse Toyota GT1, la mère des prototypes modernes, mise au point avec les technologies les plus modernes de l'époque dès début 97. Moins extrême mais dans la même philosophie, la Nissan R390 GT1 subit une grosse évolution pour tenter de jouer les premiers rôles en 98. Porsche met au point sa dernière évolution de la 911 GT1 avec une ligne reconnaissable entre 1000. Les prototypes ouverts sont toujours d'actualité. En 98, BMW, qui motorise la F1 GTR, prend l'option de passer un prototype ouvert. Naissent alors les BMW LM98, dotés d'un moteur quasi identique au V12 de la F1 GTR. Il reste toutefois quelques F1 GTR Longtail qui sont toujours très rapides. Bref, vous l'avez compris, 98 est une année exceptionnelle, avec Toyota, Mercedes, Nissan, McLaren, BMW, Porsche et même Panos qui se battent dans la Sarthe avec des autos bien différentes. Le public ne s'y trompe pas et revient nombreux au Mans. Devant les interprétations des règlements GT1 que la CO n'avait pas prévues, ils décident de revoir un petit peu leur copie, tout en prenant soin de rendre encore plus attrayants les GT1 et les prototypes ouverts. Naissent alors les catégories LMGTP pour Le Mans Grand Tourisme Prototype et la catégorie LMP Le Mans Prototype. Dorénavant, il n'est plus nécessaire de produire une auto pour la route, les choix sont libres dans les catégories. Donc l'aspect performance retrouve le premier plan. C'est alors que Mercedes fait évoluer sa CLK LM de 98 en CLR, encore plus extrême. Toyota garde sa GT1 mise à jour pour 99, Audi fait son apparition dans la Sarthe et vient avec 2 R8C fermées et 2 R8R ouvertes, Nissan collabore avec Courage et engage la R391 ouverte, BMW remis sa LM98 plutôt lente pour faire émerger la redoutable V12 LMR ouverte elle aussi, Panos engage aussi un proto ouvert avec la Roadster et son moteur avant Ford Elan V8 de 6 litres dont le son a marqué le public. Si vous demandez à un fan des 24 heures du Mans de vous citer le plateau le plus incroyable qu'il ait vu dans la Sarthe, il va sûrement vous répondre 1998 et 1999. Avec tous ces constructeurs qui sont là, qui innovent avec des voitures bien différentes les unes des autres et qui se battent pour la victoire, une vraie volonté en tout cas de jouer la gagne. En GT, on voit aussi les catégories remaniées pour un meilleur équilibre entre les fameuses Viper GTSR et les autres. Ainsi, on voit naître la catégorie LMGTS qui évoluera en GT1 en 2004 et la catégorie GT qui deviendra GT2 et qui sera la base du GTE Pro et AM que nous connaissons actuellement. Et cette formule arrive aujourd'hui en fin de vie et le GT3 pourrait naturellement prendre sa place. Pour ce qui est des protos, le LMGTP perdurera jusqu'en 2003 avec la Bentley Speed 8. Dès l'année 2000, la CO a séparé en deux la catégorie LMP. Une partie en LMP 900 qui deviendra le LMP1 et l'autre partie en LMP 675 qui est aujourd'hui le LMP2. L'un tourné vers l'innovation et la performance et l'autre tourné vers la compétition cliente. Mais la vie ce sont des cycles et le LMP1 sera sérieusement endommagé entre 2016 et 2017. Un pansement sera appliqué le temps de trouver la solution, l'hypercar.
Mais ça, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois. Pour résumer cet épisode, on peut dire que les règlements du début des années 90, qui étaient plutôt foireux, ont amené à l'une des plus belles époques de l'endurance et des 24 heures du Mans. Le groupe C qui nous offre des éditions mémorables entre 88, 89 et 90. Ensuite, le Sport 3 Litre 5 qui est là pour tuer le groupe C et qui a fait beaucoup de mal à l'endurance et aux 24 heures du Mans. Après une période de transition où il fallait tout reconstruire entre 93 et 97. Et deux éditions marquantes, vraiment mythiques, entre 98 et 99. Et ces voitures des années 98 et 99 ont posé les bases techniques des prototypes ouverts et fermés que nous avons connus jusqu'à aujourd'hui. Et cette année, Le Mans entame un nouveau chapitre qui, dans quelques années, pourrait à nouveau marquer l'histoire de la discipline. Alex, je te remercie grandement pour ton implication monumentale dans cet épisode. C'est lui qui a fait la structure de l'épisode et même plus, moi j'avais juste à habiller pour que ça passe en format vidéo. Il a fait un boulot extraordinaire, donnez-lui de l'amour dans les commentaires. Ce n'est pas tout. Dans 2 jours, il est encore là parce qu'on va vous présenter une partie 2 d'une certaine vidéo qu'on a fait l'année dernière. Voilà, ça c'est pour ne pas divulguer. Ouais, on sait pas divulguer directement la vidéo qu'on veut faire. Bon, en attendant, si ça vous a plu, celle-là, si elle vous a plu, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche. Ouais, on s'abonne pas pour rien, enfin on s'abonne pas pour rien, non, on s'abonne jamais pour rien, mais on s'abonne. À y être dans la lancée, on active la petite cloche. En tout cas, le pouce bleu, le commentaire, le partage, ça aussi, ça fait vraiment très plaisir. Merci à tous. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord, Utip, il y a encore les liens, mais surtout ceux qui ont fait des dons sur Hello Asso. Alors, on a lancé notre petite cagnotte, notre équipe, la Team Le Circuit a lancé une cagnotte pour que vous puissiez nous aider à financer notre prochain projet qui est de participer à notre première course de 24 heures. En plus des soutiens des entreprises, vous pouvez donner des petits dons et ça nous aidera grandement. Votre aide nous est précieuse. Voilà, pour faire un petit peu le commercial. Non mais sérieux, ceux qui l'ont fait en tout cas, merci beaucoup. Il y en a qui ont donné des petits dons, c'est génial. Il y en a qui ont donné des gros dons, des gros dons, c'est génial. Vous êtes des malades. Donc merci à vous tous. On fera bon usage de cet argent. Croyez-nous. J'en suis où? N'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer les 24 heures du Mans. À la prochaine. Ah, il était bien cet épisode, j'ai appris plein de trucs. Ah, j'ai appris plein de trucs. Ouais, mais franchement, cette année, j'ai jamais autant appris de choses sur Le Mans. Je connaissais plein de trucs, mais c'était des petits trucs, des petits morceaux comme ça. Et là, quand tu raccordes les morceaux, tu comprends certaines choses. Et j'ai envie de vous le transmettre parce que putain, c'est... Non, quand je vous dis le Sport 3 Litre 5, j'ai eu des trucs, c'était pas beau. Hein. Ils ont failli tout déglinguer, c'est con. Bah, les Ecclestone, l'argent, la Formule 1 au-dessus de tout. Laissez Le Mans tranquille. Aujourd'hui, maintenant c'est bien, ils sont gentils, ils vendent de pair. Donc ça c'est cool. Heureusement d'ailleurs. En tout cas, ce que j'aimerais beaucoup, c'est revoir régulièrement des pilotes de Formule 1 actuels faire Le Mans. Ce serait génial, mais bon, le problème c'est plus commercial. Parce que les équipes, par exemple Ferrari, va pas accepter que Charles Leclerc ou Carlos Sainz aillent dans une Peugeot, ou même dans une équipe privée. C'est bizarre. Nico Hülkenberg a pu le faire parce que c'était Force India, il aurait été chez Renault en 2015, il n'aurait pas été chez Porsche. Bref, ça c'est notre débat. Des bisous.